Je pense que si on n'a pas le syndrome de l'imposteur, c'est qu'on n'est pas en challenge intense. Les femmes, pour moi, peuvent changer le monde. Qui est Edith Lassia? C'est quelqu'un qui est intervenu dans le monde du luxe, mais qui le demeure aussi, puisqu'elle accompagne de très grands dirigeants qui occupent des postes haut placés. Selon toi, est-ce que les codes et les valeurs du luxe sont des sources d'inspiration pour les entrepreneurs? Et comment un entrepreneur peut utiliser ces codes dans son activité? Nous avons le plaisir de recevoir dans notre podcast du Clash au Cash, Edith Lassia. Bonjour Edith. Bonjour Jean-Philippe, bonjour. Bonjour Edith. Alors, qui est Edith Lassia? Pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est quelqu'un qui a eu 1000 vies. Qui est intervenu dans le monde du luxe, mais qui le demeure aussi, puisqu'elle accompagne de très grands dirigeants qui occupent des postes haut placés et qui mentorent ces personnes et qui les aide à dépasser, je dirais, leur plafond de verre en quelque sorte. Et c'est une experte dans ce domaine, peut-être plus particulièrement vis-à-vis des dirigeantes, pour, je dirais, permettre à ces dirigeantes aussi d'être très affûtées et d'être dans un monde où finalement le masculin domine assez et qu'elles arrivent à trouver leur place et voire même qu'elles viennent bousculer peut-être les habitudes dans l'entrepreneuriat. Voilà, donc c'est une expérience aussi, tu as un parcours assez incroyable parce que tu as été dans ces entreprises, tu as été dans le monde du luxe. Il y a des grandes marques que je ne citerai pas, mais en tout cas voilà, qui sont là, et tu as été amené à vivre des aventures assez incroyables en rencontrant des dirigeants, des gens qui t'ont aussi mentoré. Tu nous en parleras. Tu nous diras un petit peu voilà quel était ton parcours. Et puis il y a des questions qu'on te posera parce que je crois ce qui est important quand on est entrepreneur, c'est aussi d'avoir une vision, de savoir où on va et quel est finalement le bon mindset pour aborder, je dirais, l'activité entrepreneuriale, devenir un vrai leader dans son domaine. Et je pense que tu as quelques petits conseils à donner. Tu as écrit un livre qui te définit bien, qui est inclassable, et tu te définis dans ce livre comme étant une chamane contemporaine. Et ben, j'aimerais bien que tu nous en dises un petit peu plus sur ce qu'est une chamane contemporaine qui intervient dans le monde de l'entreprise. Alors, c'est une question qui n'est pas simple. Chamane contemporaine, vue de mon expérience et de mon vécu, c'est cette capacité à aller détecter dans l'invisible les ressources les plus profondes et les plus cachées de l'être, qui peuvent venir de son passé, du passé transgénérationnel, aussi bien que de ces choses que l'on a à l'intérieur de soi, qui peuvent nous pousser vers la réussite, mais qui peuvent aussi nous retenir. Et donc, dans mon cas, pour parler d'une certaine frange de ma partie de chamane, c'est pas du tout quelque chose de perché, c'est plutôt quelque chose qui est très profondément ancré dans la perception du potentiel infini que porte chaque être. Et d'être capable de je dirais, connecter à cet invisible pour aller en débloquer les freins, les peurs et aller chercher ce vivier de talent que l'on porte au cœur de soi. Et par exemple, pour faire juste court pour les personnes qui connaissent ça, j'ai été formée en constellation systémique pendant 30 ans. Donc, c'est aller chercher dans nos systèmes qui nous portent, nos lignées masculines et féminines, tout ce qui a pu nous donner à la fois de l'élan et des freins. Et aller détecter ça pour aller libérer. Et au niveau où j'interviens, c'est-à-dire des dirigeants qui sont déjà à des postes importants, qui incarnent une forme de puissance, il y a toujours un moment d'inflexion, souvent silencieux, entre cette posture qu'ils incarnent et ce vivier de talent qui ne demande qu'à être révélé. Et là, on ne peut y avoir accès que, pas par du coaching, mais quelque chose de beaucoup plus subtil.
et c'est là où ce talent que moi j'ai eu le privilège de développer me permet d'être très vite débloquer ce petit point Mmh. et cette lumière aussi qui ne demande qu'à être Et libérée. est-ce qu'à ces niveaux, je dirais, de responsabilité des personnes que tu Oui, côtoies et qui sont, qui dirigent beaucoup de gens, beaucoup de personnes, oui. est-ce que le syndrome de l'imposteur existe, est toujours là? Alors oui, bien sûr, mais Surtout plus chez les femmes, je crois qu'il est plus alors, développé mais chez les écoute, femmes. je finis par me poser la question. Mmh. À des très hauts niveaux, si tu demandes aussi bien à Ursula von der Leyen, Christine Lagarde ou à des grands PDG, on peut dire, oui, des grands groupes, le syndrome de l'imposteur, quelque part, ils l'ont dépassé ou ils en ont fait quelque chose, une force. Mais néanmoins, je me souviens je mentore aussi dans la finance et je vais à Londres faire des conférences, notamment au sommet de Women in Private Equity, et l'une d'entre elles avait dit, je vais d'abord le dire en anglais, mais après en français: "If you haven't got imposter syndrome, it means that you're not stretching out." Je pense que si on n'a pas le syndrome de l'imposteur, c'est qu'on n'est pas en challenge intense. Et quand on est dans des challenges intenses, le syndrome de l'imposteur, il va apparaître. C'est-à-dire, c'est l'écart entre la perception qu'on a à l'intérieur de soi qu'il y a quelque chose de formidable à mettre en place, mais c'est nouveau. On n'a pas forcément toute la maîtrise. On maîtrise 80% peut-être, mais il y a quelque chose qui nous sépare. Et là, le syndrome de l'imposteur, c'est dire, est-ce que je vais pouvoir atteindre cette exigence d'excellence que je porte en moi et que j'ai envie de manifester? Et si je vais un tout petit peu plus loin, des grands patrons ne vont pas forcément l'exprimer. Pourquoi? Parce que quand on est à des stades importants, pour stabiliser les équipes, on doit discerner qu'est-ce qu'on peut montrer de sa vulnérabilité et qu'est-ce qu'on peut pas le montrer Sûr. et à qui on peut le montrer. Mmh. Ma dernière conférence, c'est la stratégie silencieuse des femmes d'excellence. C'est à un moment, notre vulnérabilité, si on l'exprime au tout venant, on déstabilise les structures. Si on trouve par contre un espace, un mentor à qui on peut en parler ou des pairs auxquels on peut s'adresser en toute confiance, on peut déjà avoir un écho de son propre syndrome de l'imposteur. Mais beaucoup disent je ne l'ai pas parce que soit ils refusent de se connecter à ce syndrome, soit pour garder une image qui stabilise autour d'eux, il faut éviter de le dire. Parce que surtout dans les périodes turbulentes, on a besoin de phares, de gens solides. Un phare a besoin d'une structure. Si tu vois un phare qui commence à se déliter à la racine, ça perturbe. Donc, c'est une très bonne question, mais je pense que les hommes, après à des niveaux un petit peu moins engagés, ce matin j'avais une interview d'un directeur de grand compte dans un laboratoire pharmaceutique et il me disait, vous savez, j'ai vu vos conférences, mais moi aussi, il y a beaucoup d'hommes ont le syndrome de l'imposteur. Parce que à ces stades-là, ils peuvent s'autoriser à le dire. Bien sûr. Donc, est-ce que je suis Ça claire oui, dans... oui, mais ça veut dire que ces personnes n'ont pas le droit d'afficher leur vulnérabilité ou en tout cas, est-ce qu'on a parce que quelque part, il y a même dans la vulnérabilité, il peut y avoir une force, quelque chose qui soit un effet de levier ou de Oui. transformation, hein. Tout dépend comment tu le dis. Tu es à des niveaux très élevés, tu vas pas montrer ta vulnérabilité comme, voilà, «Oh là là, je doute, j'ai beaucoup de doutes». Tu peux dire: «On prend une décision», Mmh. qui est une décision un peu difficile. Ou tu dis: «Voilà, oh, écoutez, j'en suis pas sûre, là vraiment j'ai des doutes». Ou tu dis: «On va prendre cette décision-là, parce qu'en toute conviction intime, je pense que c'est la bonne, mais il y a une marge d'erreur. Mais il y a un risque. Il y a en effet une risque que je me trompe. Est-ce que quelqu'un autour de moi peut me dire: "Oui, là, je n'y crois pas"?» Et on ouvre le débat. On n'est pas un syndrome de l'imposteur, on est dans la validation que le choix qu'on va faire, il il est suffisamment solide et il a laissé la place à l'autre Mmh. pour le contrecarrer si besoin. Mais c'est pas pareil. C'est une façon de dire: «J'ai le syndrome de l'imposteur» au sens où qu'est-ce que c'est le syndrome de l'imposteur? C'est à un moment avoir l'impression qu'on n'est pas la bonne personne pour régler un problème. Alors qu'on Aussi l'est. simple que ça. Mmh. Alors qu'on l'est, mais on Mais maîtrise pas tout. il existe aussi profondément ce syndrome de l'imposteur, Mais oui. chez les avocats. Chez les Ouais. avocats. Mmh. C'est-à-dire que parfois l'enjeu, on se dit: «Mais est-ce que je suis la bonne personne pour le régler?» Et en fait, c'est finalement à un moment donné, c'est se déconnecter de cette, en fait, de ne pas laisser trop de place au doute et de se dire à un moment donné: «Si je suis choisi par mon client pour relever cet enjeu, c'est que je peux le faire».
Et c'est vrai ce que tu dis sur la vulnérabilité, c'est très important. Ça veut dire qu'effectivement, quand on a des postes de responsabilité, on est dans des zones où on ne peut pas exprimer sa vulnérabilité comme Non, comme on le veut en fait, simplement parce qu'on doit incarner quelque part une solidité. Le président absolument. Macron ne peut pas incarner de vulnérabilité. En revanche, il faut avoir ces zones de sécurité qui peuvent être avec des mentors, Oui, avec des coachs, avec des personnes qui vous accompagnent, avec des pairs, comme tu le dis, oui, où là, on va pouvoir exprimer nos doutes, nos oui. vulnérabilités, etc. On peut pas les exprimer en public, mais en Mmh. revanche, voilà. Alors, c'est drôle parce que finalement, ça fait écho aujourd'hui avec Margot Cunego, par exemple. Vous pouvez regarder son podcast, mais qui, elle, exprime profondément sa vulnérabilité et a une transparence maximum. Elle accompagne aussi beaucoup de femmes. En fait, vous êtes juste de générations différentes. Elle exprime sa vulnérabilité en permanence. Elle exprime tous ses doutes sur les réseaux sociaux. Est-ce que, selon toi, il y aurait finalement peut-être bah, une manière différente aujourd'hui de faire finalement entre les générations et des Je formes différentes de réaliser. je ne pense pas que ce soit une question de génération. Moi, j'ai le syndrome de l'imposteur quand je pars vraiment dans des sphères qui sont extrêmement élevées, je l'ai et je peux le partager. Mais dans ces cas-là, moi, je n'ai rien à prouver à des équipes en dessous de moi. Mmh. Par contre, je vais le partager comme pédagogie pour dire à mes clientes qui sont souvent dans ces postes élevés, mais tu sais, moi aussi, je le vis. Bien sûr. Tu vois, par exemple, pour cette réunion aujourd'hui, j'ai bossé 4 heures pour la préparer et ces 80% de préparation solide font que maintenant, je peux partir en freestyle dans les 20%. Ah, c'était hier d'ailleurs, elle me dit: «Mais en fait, ça me rassure terriblement». Oui, le syndrome de l'imposteur, on peut le partager. Bon, moi, je suis pas sur les réseaux c'est pas mon sujet Mmh, direct ou mmh. puisqu'après c'est dans du mentorat one to one, mais quand je le partage, c'est pour dire: on peut le ressentir, il est important de comprendre de On peut quelle façon il se s'autoriser à la voir. manifeste et comment on peut le dépasser. D'ailleurs, pour moi, il y en a 3. Je dis souvent, il y en a 3 que j'ai identifiés suite à une étude que j'avais faite sur LinkedIn auprès de 400 dirigeantes. Il y a ce que j'appelle le syndrome de l'excellence, de la perfection. Mmh. Moi, je veux toujours être parfaite. Jamais montrer une faille, faut surtout pas qu'on me démasque. Et parfois, derrière, il y a un père qui nous a dit «Oh, you're so great, my dear». Moi, j'ai eu un père très, très qui m'adorait, qui m'encensait. Il faut prove him right, comme on dit. Il fallait surtout pas le décevoir. Donc, mon syndrome de l'excellence, ou plutôt de la perfection, il venait pour surtout pas, à l'origine, décevoir mon père comme étudiante, comme élève, etc. Après, il y a l'inverse. Dans les femmes que je dirige, que je mentor, il y a des femmes dont le père a dit «Attends, tes frères, oui, mais toi, c'est pas grave, tu te marieras, etc.» Prove him wrong. On va lui prouver: «Ah, t'as pas cru en moi? Tu vas voir». Ça, c'est le premier. Et ça va donner souvent des extrêmement bons élèves. Le syndrome de la bonne élève, on veut toujours faire mieux que mieux que Mmh. mieux, Surdiplômé. surdiplômé, avec un On doute en connaît profond. beaucoup. Et oui, et qui quelque part cherche toujours à Cherche toujours la l'extérieur validation. la validation. Mmh. Ça, Et c'est le premier. juste une chose, Je t'en justement prie. sur ce point, quelque part, est-ce que ces personnes-là ne se perdent pas? Mais bien Justement, sûr, voilà. Elles candidate au burn-out. Mmh. Après, il y en a un deuxième, j'appelle ça l'erreur de casting. Mais qu'est-ce que je fais là aujourd'hui? Je me sens plus à ma place, c'est plus mon métier, c'est plus ma fonction. Les autres sont meilleurs que moi, sont plus impliqués, sont plus passionnés. On commence à décrocher. Et là, c'est l'erreur de casting, c'est j'ai perdu ma voix. Un exemple. Je descends de 3 générations de médecins. Tu seras médecin, ma fille. Ou mon fils. Sauf que j'aurais voulu être un artiste. Et tout d'un coup, on se dit, mais je suis plus à ma place, je ne vibre plus. Je le fais bien, je suis bon, mais quelque part en moi, ça... Et on finit par se sentir moins impliqué et moins performant. La question à se poser à ce moment-là, c'est, est-ce que c'est pas temps de changer de voie? Et vers laquelle? Revenir à soi. Mmh. On est candidat au bore-out. On finit par s'enquiquiner royalement dans ce qu'on fait. Et quand on s'ennuie, on est beaucoup moins Mmh. euh, à, au- Lumineux. Bah à oui, l'affût de ce qui se passe. Quelque part, on perd sa pertinence. c'est Donc sûr, oui, on on finit se par sent s'éteindre. imposteur par rapport aux Mmh. autres qui continuent, qui sont dans leur voie. Donc ça, c'est le second. Et celui-là, il est intéressant. C'est, par exemple,
j'ai fait 20 ans de marketing. Donc, j'étais chez Cartier, Yves Saint Laurent. J'ai eu des postes élevés très tôt. 28 ans area manager pour Cartier, la moitié du monde. Et 31 ans, les bijoux et les sacs, Yves Saint Laurent pour le monde. C'est quand même un gros poste. Syndrome de l'imposteur, je l'ai ressenti très fort. Sauf que mes patrons, en l'occurrence Alain-Dominique Perrin, qui a vu du voir en moi un potentiel, m'a dit tu peux y aller. Mon syndrome de l'imposteur était là, mais j'avais un backup d'un grand mentor qui me disait on croit en toi. J'ai bossé pour y arriver. Mais à 40 ans, je me dis mais je m'ennuie maintenant. J'étais à l'époque chez Descamps, j'avais Le Monde, direction de création, marketing, licence, un très gros poste. Mais je commençais à me dire mais non, j'avais un syndrome de l'imposteur parce que je voyais d'autres directeurs marketing qui fonçaient, qui étaient. Puis moi, ça décrochait. Et j'ai entendu à l'intérieur de moi, il y avait un vieux rêve, c'était l'art. Et je suis rentrée dans l'art. Mais je l'ai pas fait tout de suite, comme ça. Tic, tic. J'ai pris 2 ans à me former dans un atelier de la Renaissance où j'ai appris des techniques très rares du Quattrocento, des précurseurs de la peinture à l'huile. 3 ans après, j'ai exposé aux USA. Qu'est-ce qui s'est passé? Syndrome de l'imposteur, je m'ennuie, je suis plus à ma place. Changer de voie. Je démissionne et je continue du marketing pour financer ma nouvelle vie. Et je me forme. Et à un moment, quand j'ai senti que j'étais prête pour une nouvelle vie, j'ai abandonné la première. Mais là, le syndrome de l'imposteur qu'on a à ce moment-là, là, on parlait de chaman. Pour moi, c'est notre âme qui nous dit, tu es désaligné. Tu as quelque chose en toi qui est vivant, qui est vibrant, qui est joyeux, qui est puissant, qui demande. Et tu vois, dans les personnes que je mentor, par moment, c'est pas vraiment il y en a qui en sont à ce stade du burn-out. Je peux pas les nommer parce que ça ne se fait pas, mais je me souviens de cette personne qui a un poste très important au niveau mondial dans le luxe et qui à un moment s'ennuie, n'a plus le goût de retourner du tout au travail. Un poste important, 200 personnes, voilà. Mais en la ramenant à ce qui vibrait en elle, on s'est rendu compte que la partie artistique devait être réveillée. On a réveillé sa partie artistique qu'elle a vécue en parallèle et qu'elle a pu même réinjecter dans sa dimension. Donc parfois, et c'est là où on revient à la chamane contemporaine, c'est cette capacité d'aller connecter à l'intérieur de toi, de chacun, cette partie qui vibre et qui nous dit « Ah, ça sent bon par là, j'aimerais bien goûter. Je voudrais retrouver. » Et souvent, où est la clé? Où est-ce qu'elle est la clé? Le petit Henri, le petit Jean-Philippe, la petite Édith. C'est à l'intérieur de nous, l'enfant intérieur, et les plus grands dirigeantes, un enfant intérieur, les plus grandes dirigeantes, tout le monde, qui nous dit « Hé, tu m'as perdu en route, souviens-toi. » Et quand on retrouve cette vibration de la joie, on la réinjecte là où on est, à côté. Et hop, ça repart. Et troisième syndrome de l'imposteur, c'est le tout venant. On a tous des peurs. Je suis pas assez belle pour le podcast. Est-ce que je suis bien? Est-ce que j'aurai de l'allure? Est-ce que c'est des sottises comme ça, mais qui peuvent. Moi, je me souviens, j'étais intervenue aux Assises de la parité sur la communication, studio de télé avec Caroline de la Palme. Elle a l'habitude, elle est tout le temps en studio. Moi, j'arrive, mais j'ai passé 4 heures à me dire, mais cette tenue, je mets là, c'était le syndrome de l'imposteur tout venant. Est-ce que je serai à la hauteur du truc? J'ai passé ça depuis, mais, mais, là, on est dans le tout venant, c'est-à-dire des petites gênes, tu vois, qui sont plus, et ça, c'est plus facile à résoudre. Alors, tu accompagnes des femmes Oui. principalement, mais pas que, mais quand même principalement des femmes, des entrepreneuses. On a beaucoup de femmes qui écoutent ce podcast. Est-ce que tu dirais qu'il y a un leadership féminin et sur quoi il repose s'il y avait par exemple 3 axes principaux sur lesquels repose ce leadership féminin? Le premier axe, c'est l'autorisation à sa sensibilité qui va donner un côté plus visionnaire, plus empathique et plus 360 degrés. C'est-à-dire que ce que j'ai observé, en tout cas, et ce que je vois, de toute façon, il y a un livre qu'il faut lire en ce moment, c'est le livre de Marie Éloi, qui a créé Bouge ta boîte et que vous devriez leur interviewer, elle est remarquable, Marie, et les femmes des territoires. Et Marie vient d'écrire un livre, Les femmes sauveront-elles le monde? Je pense que dans ce que j'ai pu observer des milliers de femmes, j'ai eu jusqu'à 20 000 femmes qui me suivaient, aujourd'hui j'en ai 8 000 et j'en ai mentoré un millier entre le one-to-one et mes cercles, puissance féminine, mastermind.
il y a quand même une volonté de contribution. C'est le deuxième point, donc sensibilité féminine, une sorte de L'empathie. empathie et sensibilité aussi. Parce que l'empathie, vous l'avez aussi. Mais c'est l'autorisation que les femmes ont naturellement. Tu ne pleureras pas, mon fils. Si jamais une fille, tu ne pleureras pas, ou rarement. Une autorisation à écouter sa sensibilité, à l'exprimer. Un désir de contribution qu'on voit plus maintenant chez les jeunes, mais chez les hommes. Et je trouve qu'il y a une conscience de la nécessaire contribution au monde qui est très très vaste. Toutes les femmes que je Qui est me lié sans disent, doute à la maternité quelque pas part, ou que, au lien avec je sais pas à quoi c'est dû, je suis pas là, je ne me prononcerai pas, mais j'ai observé qu'elles ont une conscience du monde, peut-être parce qu'elles sont mères, mais même celles qui ne le sont pas. Oui. Je pense à Sabrina Ben-Meshri, docteur en écologie, qui a créé la Zenage. Elle a pas d'enfant, mais elle a une notion de la contribution au monde. C'est un vrai colibri. C'est une liaison avec la nature qui est très intime. Donc, c'est pas forcément lié aux enfants, mais donc la contribution, c'est la deuxième clé. Et la troisième, je crois qu'on a une revanche. On vient d'un monde masculiniste, construit par les hommes, pour les hommes. Tu regardes, il y avait un événement sur l'IA il y a un mois, et j'en parlais hier justement dans un de mes rendez-vous. Tu te rends compte qu'il n'y avait pas une femme, il n'y avait que des hommes à ce grand événement. Tu regardes la COP 21, etc. Très peu de femmes, et encore elles s'habillaient souvent en masculin. Quand j'étais chez Cartier, je m'habillais un peu en mec. Un jour, Alain-Dominique Perrin vient me voir, il me dit « Tu sais pourquoi je t'ai recruté, toi? T'es un mec ?» Parce que on avait des codes. C'était certes il y a plus de 30 ans, mais quand même. Donc, je pense que le troisième point, c'est qu'on veut prendre notre place. Et là, ce qui est intéressant, c'est que il y a évidemment un plafond de verre extérieur, un monde qui est structuré, qui fait que dans certains métiers, c'est plus difficile. Mais le plafond de verre, il est intérieur. C'est ce qu'on va s'autoriser. Mais en tant que femme ou en tant qu'homme sensible, pareil, à prendre comme place. On parlait des réseaux tout à l'heure. Comment je me mets en lumière? Qu'est-ce que je dis de moi? Jusqu'où je me mets en transparent? Quand tu as un poste important dans une grande société, souvent, elles n'osent pas se mettre en lumière. Donc, elles mettent en lumière leur projet, leur société. Mais comment on se met en lumière? Qu'est-ce qu'on dit de soi? Les femmes ont envie aujourd'hui qu'on parle d'elles et de prendre leur place. Moi, j'ai passé ma vie à apprendre. Je l'ai prise. On me l'a pas. Parfois, on me l'a offerte. Alain-Dominique Perrin, merci, c'est lui qui m'a offert. Jean-Louis Servan-Schreiber. J'ai eu 2 grands patrons qui m'ont dit « c'est vous ». Mais après, j'étais adoubée par papa d'abord, puis adoubée par ces 2 grands hommes. Ça me fait penser à Sixtine Moulay-Berthaud, dont vous pouvez retrouver le podcast, 23 ans, et elle, sa ligne de conduite, elle a des centaines de milliers d'abonnés sur LinkedIn. Sa ligne de conduite, c'est « prends la parole ». Prends la parole, et oui, c'est en fait à un moment donné s'autoriser et être légitime. Et moi, je pense profondément, de par les qualités que tu remarques et que j'observe aussi chez les femmes, dont on travaille principalement avec des femmes, c'est pas pour rien, c'est qu'effectivement, les femmes, pour moi, peuvent changer le monde. Alors, on a malheureusement beaucoup de vent contraire. C'est ce que je voulais évoquer, parce que c'est vrai que on voit aujourd'hui un monde complètement chamboulé, et on se dit la puissance féminine manque, je trouve, terriblement, et apporterait. Et pourtant, elle a jamais été aussi visible, mais il y a des forces contraires, des forces masculinistes. En fait, il y a des parties de clivage qui existent. Et moi, je trouve ça dommage, en fait, qu'on soit dans ces clivages permanents, en fait, alors qu'on pourrait. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, en fait, Donald Trump, en fait, est aussi agressif envers le féminisme ou la gente féminine? Voilà. Il est là, et en tout cas, il a été élu. Il est au pouvoir. On lui a donné le pouvoir. Donc, ça aussi, ça a une signification. Par une Amérique très rétrograde. Mais il y a un vrai phénomène de peur qu'on retrouve chez de nombreux entrepreneurs. Moi, je parle avec de nombreux entrepreneurs. Il y a un phénomène de peur de ce mouvement féministe aussi. C'est-à-dire de ce que ça peut chambouler. Quand tu utilises le terme féministe, c'est un terme qui a plusieurs consonances. Bien sûr.
Tu as le féminisme qui donne l'impression aux hommes qu'on va les chasser de leur territoire. Et tu as un féminisme qu'on voit, par exemple, aux Assises de la parité, créées par Lucile Desjoncker, où tu as une complémentarité. C'est-à-dire, on est complémentaires, hommes et femmes, et on a une parité, une véritable égalité de représentation et de potentiel. Mais pour moi, je ne sais pas si je suis féministe ou pas, je ne veux pas me poser la question dans ces termes. En revanche, je suis convaincue que plus, je l'appelle le peroxydé, on parle de Trump, et ces formats d'hommes masculinistes vont être présents, plus ils vont, d'un côté, en effet, par certaines lois, ils peuvent être un petit peu, ils nous bloquent aux entournures, mais plus ils nous donnent la conscience, plus ils nous renforcent. Moi, je suis persuadée que c'est presque un mal nécessaire pour que nous prenions conscience que bon, ça va là, suffit. Nos mères ont gagné difficilement le droit de vote, tout ce. Maintenant, je suis tout à fait d'accord avec moi, toi, je fais puisque partie de ça, en tout cas. personnellement, en fait, on me parlait de masculinisme, mais moi je disais, ça n'existe pas, ça. Si, c'est- En fait, malheureusement. je Ça savais existe, mais c'est pas votre format. Ouais. non, mais je savais qu'il y avait je savais évidemment que on était dans un mouvement où, évidemment, les hommes étaient dans des situations dominantes le plus souvent, mais qu'on allait dans le mouvement inverse. Mais en fait, il y a véritablement, Il y a un effectivement, mouvement, d'autres ouais, forces qui d'autres sont forces, ouais. complètement Bien sûr. contraires Ouais. et qu'on voit fleurir et s'exacerber. Comment justement, quelle attitude avoir? Parce que plus on rentre en lutte contre quelque chose, plus on augmente la force de ce contre quoi on veut lutter. Donc c'est un effet, presque automatique. Donc je me dis et j'observe juste aussi, en art martial, en aïkido, pour la meilleure façon de lutter, c'est d'absorber la force de l'autre pour la retourner. Et je me dis, il n'y a pas quelque chose qui serait possible de faire que, au lieu que les choses viennent se heurter et se combattre, il n'y a pas une manière d'organiser finalement ce mélange entre puissance masculine et puissance féminine et que elles puissent s'accorder pour justement faire que un projet, enfin que le monde soit plus aligné. Parce qu'aujourd'hui, j'ai quand même le sentiment que beaucoup de personnes régression. sont complètement désalignées et c'est encore plus difficile d'être aligné avec le contexte international. Ce n'est pas parce que c'est difficile que ça n'est pas nécessaire. C'est difficile, certes, mais c'est d'autant plus nécessaire. Et moi, je sais qu'à l'âge que j'ai, avec l'expérience que j'ai, si j'avais une mission, je pourrais aujourd'hui aller me mettre en retraite tranquillement, mais je n'ai pas envie. Pourquoi? Parce que plus c'est difficile, plus c'est nécessaire et plus on a besoin de gens qui vont pouvoir incarner ce nouveau chemin. Alors, pour moi, il y a plusieurs façons de faire. Pour ça, tu vois, par rapport au mot féminisme, je suis toujours un petit peu en distance. C'est éviter les vocabulaires qui clivent. Moi, je travaille beaucoup avec des hommes aussi, parce que dans mes conférences, il y a des hommes qui viennent et j'ai toujours été entourée d'hommes. J'ai un frère, j'ai eu des pères, un seul père quand même. Des pères J'ai un mari depuis 40 ans, j'ai beaucoup d'amis hommes, dont l'un d'entre eux est à cette table. Et ce sont souvent des hommes qui sont à la fois dans la puissance et la sensibilité. Ce que je veux dire, c'est que prendre notre place, c'est pas vous faire fuir, c'est vous emmener avec nous, que vous nous emmeniez, d'où complémentarité. Et pour moi, je fais pas partie des féministes qui vont cliver, je fais partie des femmes qui ont envie de déployer leur puissance avec les hommes. Et je vais m'appuyer sur ceux qui ont le plus de proximité avec cette vision. Et les autres, je les contourne. J'ai pas envie de me battre avec quelqu'un. Si je rencontrais Trump, je sais même pas si j'aurais envie de lui parler de ça. Parce que, quelque part, il y a des moments, des circonstances ou des personnes avec lesquelles le débat n'est pas utile. Par contre, trouver les points d'appui dans une entreprise. Je vais pas aller me heurter à celui qui ne supporte pas les femmes. Je vais aller plutôt poser mon maillage avec ceux qui sont capables. Et après, il y a le langage. Comment je parle dans un comex? Je me souviens, cette femme, dans une grande marque de luxe, c'était en comex, elle avait la vice-présidence merchandising, très grande marque. Et à chaque fois qu'elle entrait dans le comex, il y avait le directeur commercial qui l'interrompait. Au début, elle essayait, il n'y arrivait pas. Puis à un moment, je lui dis, on va jouer toutes les deux la scène, et tout simplement, tu te poses une seconde, et tu dis, mais c'est passionnant ce que tu dis, je suis tout à fait d'accord, mais laisse-moi finir
après, on en parlera. C'est tac. À la fois, il y a une posture. C'est passionnant ce que tu dis, mais tac. Donc, il faut une autorité. Il faut être capable de marquer un territoire. C'est-à-dire que dans les cas où on a affaire à des personnes qui veulent nous écraser, c'est un peu, oui, c'est OK. Je suis pas contre ce que tu vas dire. C'est très, très bien, mais c'est pas le moment. Et avec fermeté, avec élégance, on peut dire stop. Donc après, il y a une façon de prendre sa place, de couper des liens qui sont un peu malsains, des habitudes. Mmh. Tout ça, c'est très subtil. Il y a pas de recette, mais il y a une façon de revenir à soi. Je pense à cette présidente de la laboratoire pharmaceutique qui est entourée de personnes aussi qui étaient habituées à travailler entre mecs. Pareil, je lui dis, on a travaillé avec elle le silence. Puis surtout, le langage. C'était, quelles sont les 3 clés du groupe? Première clé financière, deuxième clé, justement juridique, réglementaire, et troisième clé, la recherche. Quand tu vois qu'on t'embarque, président, en COMEX, en CODIR, tu vas simplement dire, voilà, aujourd'hui, on est là pour rappeler les 3 fondamentaux. Tac, tac, tac. Un silence. Est-ce que vous êtes tous d'accord? Ouais. Donc maintenant, agenda. Donc, si tu veux, je pense qu'il y a une façon de se poser à l'intérieur de soi, dans l'intérêt général, dans la vision du projet, de la poser, de l'exprimer clairement. Peu de mots, le silence, je t'écoute. Et alors, justement, ces dirigeants Oui, masculins, oui. ils viennent te voir. Est-ce qu'ils cherchent à incarner leur toute-puissance masculine ou ils cherchent à incarner certaines parties de leur féminité? Ils cherchent à transformer leur partie sensible qui n'a pas forcément été autorisée à s'exprimer de façon à être fertile. Et parfois, ils viennent chercher aussi le rééquilibre de leur vie. Parce qu'on n'est pas que chef d'entreprise ou patron d'une BU. On est aussi un père, etc. Donc, ils viennent chercher l'autorisation à retrouver une forme de plénitude et de puissance plutôt pleine et entière. Et quand tu vois leur évolution dans le cadre des mentorats qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a un moment, un déclic, Très un vite, réveil, très vite. quelque chose qui, voilà. Très vite parce que dès le début, et c'est là où la chamane contemporaine, Mmh. la femme qui est spécialisée dans le transgénérationnel, va aller trouver ce petit ingrédient. Moi, je le trouve, je le vois, c'est Mmh. comme ça, c'est mon ADN. Le petit point d'inflexion à l'intérieur. Tiens, et alors, je tire le fil. Est-ce que ça te parle? Et on va chercher peut-être le lien au père, parfois un grand-père, peu importe. Mais je vais tirer ce petit fil, qui est un peu le potentiel infini qui est caché, mais aussi l'interdiction, la loyauté. Et là, c'est vrai que j'ai quelque chose que ces 30 années, finalement, de travail thérapeutique m'ont apporté en parallèle. C'était mon jardin secret, mais qui sont formidables. Donc, tout de suite, je vais aller trouver ce petit espace. Et c'est ce qu'ils me disent toujours. Edith va aller trouver ce qui n'avait jamais été mis en lumière. Ça, c'est mon ADN. Mmh. C'est ma façon. Et dès que tu le trouves, déjà, à l'intérieur, c'est comme, tu sais, on dit, c'est Muhyiddin Ibn Arabi qui disait, en le reconnaissant, je lui donne l'être. Dès qu'on voit cette partie de l'être, qui a toujours été étouffée, petit garçon, petite fille, par l'histoire, par la famille, dès qu'on lui dit, tiens, hop, on t'a vu. Mmh. Il y a quelque chose qui se libère dedans. Donc déjà, c'est la première chose. Et souvent, ça se passe dans une émotion forte, ça se Mmh. passe dans le corps. Et moi, comme je n'ai pas la science infuse, je pose la question, est-ce que ça te parle? Ah oui. Mmh. Bon, de 1 à 10. Oh, 12 ou parfois 2. Tu dis: «Bon, bah, je suis pas au bon endroit, hop, on va chercher» et dans ton corps, où est-ce que ça se pose? Et tu vois? C'est très important, on n'est pas qu'une tête, on est un corps aussi. L'émotionnel, c'est aussi le corps, c'est le ressenti. Parfois, vous avez tous un frisson, quelque chose qui ouf! Mmh. Donc très vite, je sais qu'il y a des prises de conscience et on dit en allemand Aha-Erlebnis. C'est le point où ah! On a touché. C'est le point G de la psychologie. Et après, ce qu'elles me disent ou ce qu'ils me disent, c'est: «Je retrouvais ma verticalité». C'est-à-dire, la verticalité, c'est je sais de plus en plus qui je suis et je vais essayer de le respecter le plus possible.
et j'ai retrouvé le désir. Le désir, c'est le feu Ouais. intérieur, c'est la joie. Et c'est ce que je disais tout à l'heure pour cette dirigeante, il y avait 200 personnes venant dans sa business unit et on m'a dit, après, les équipes autour d'elle m'ont dit, elle a vraiment, à un moment le plus difficile de l'entreprise, elle a retrouvé la joie de retravailler et donc de la communiquer. Ça, c'est la verticalité et la joie. Verticalité, c'est je sais qui je suis. On en parlait Mmh. d'une de ses expériences tout à l'heure, Henri, sur la montagne. Il y a un moment où on se retrouve, on se dit waouh, là, oui, maison, E.T., Mmh. c'est chez moi. Mmh. Donc ça et la joie de dire ah, et ça bascule très vite. Est-ce que quelque part, ce que tu dis aussi, c'est que j'ai l'impression que ces personnes retrouvent le goût de la paix intérieure. C'est-à-dire à partir de laquelle tout est possible. Elles retrouvent sans doute, finalement, le moment où le champ des possibles Ouvre. s'ouvre à nouveau. Et surtout parce qu'on a des structures anciennes que j'ai observées. C'est pour ça que moi, quand je fais un mentorat, ça dure 6 mois Mmh. à 1 an. C'est que on le retrouve, mais on peut le reperdre. Donc, quelles sont les petites stratégies qu'on peut mettre en place pour quand parce que parfois on est malmené, on est ballotté, paf, ah si, je me suis perdu. Tiens, j'étais là, j'ai plus. Qu'est-ce qui s'est passé? Mmh. Comment il y a des trucs que moi je maîtrise maintenant depuis longtemps, c'est d'abord respirer, revenir à soi, on respire, on sent qu'on est en train de s'embarquer, on respire, on rentre dans son corps. C'est dans le corps que cet épicentre. Donc, je me souviens de cette enfin, je me souviens, c'est récent et c'est encore maintenant. Elle me dit à chaque fois que je suis dans un moment extrêmement difficile, je me connecte à toi, je respire, je reviens dans mon corps, je m'ancre et hop, on recentre. Donc, dès qu'on s'échappe, c'est trouver les quelques trucs, dont la respiration et la connexion au corps, hein, évidemment. Il y en a d'autres, mais ça, c'est le plus rapide, le plus fort et le plus invisible. Alors, Mmh. Edith, j'ai une question pour toi, parce qu'on est dans un podcast aussi sur réveil juridique. Est-ce que les femmes ont une approche qui peut être différente des hommes vis-à-vis du juridique? Parce que c'est quelque chose qu'on a aussi vu, nous, au travers des personnes qu'on accompagne. Souvent, les femmes accordent une importance assez fondamentale à leur protection, à mettre en place, à faire bien les choses. Le juridique, c'est pas non plus toujours que des règles qui sont là pour vous embêter, c'est aussi des règles qui sont là pour, justement, parce que tu parlais tout à l'heure de cette volonté Espace de safe. contribution, non mais Oui. même plus global. Oui. On est dans un état de droit. Oui, il y a plein de règles, elles sont embêtantes pour un certain nombre, mais faut pas oublier que les règles et les lois, elles sont faites aussi pour vivre mieux et de manière coordonnée en société. Et j'ai remarqué de mon expérience que les femmes ont plus à cœur de respecter la règle. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Ça, Je répondrai sur 2 plans. Le premier, si je rembobine mon histoire, moi je suis rentrée sur le web en 2013. C'est vrai que j'y connaissais rien et que tout de suite, j'ai essayé de voir ce qu'était RGPD, ce qu'il fallait faire, les conditions générales de vente et tout de suite, de façon très simple, j'ai interrogé de manière à être calée. Pourquoi? Parce que je voulais être tranquille et je voulais être clean. Voilà. Pour moi, c'était être clean, déjà, c'est-à-dire faire les choses bien, Mmh. parce que le syndrome de la bonne élève, c'est ça aussi. Moi aussi. By the book. Et ensuite, être tranquille. D'ailleurs, depuis, j'y pense plus vraiment. Je ne suis pas quelqu'un qui est obsédé par la chose, parce que probablement, je l'ai mise en place de façon minimaliste, claire et saine. Alors, j'ai quelques avocats autour de moi. J'avais des amis, ma belle-sœur, etc. Mais ça a été minimaliste. Pourquoi? Parce que une fois que les choses sont bien calées, on respire, quoi. Et en effet, après, on est plus libre d'apporter de la contribution, oui. Et puis, sinon, sur un plan juridique, je ne sais pas si on n'est pas moins belliciste que les hommes. On a envie que les choses se règlent au mieux, peut-être dans un esprit win-win, pour être tranquille. Mais je n'ai jamais été confrontée à des choses Alors, très alors pour inconfortables, le hein. coup, je connais J'ai pas aussi, été confrontée je à connais des... aussi des femmes qui sont très hargneuses sur le plan juridique, quoi. Ouais. C'est-à-dire, Oh, c'est ouais. donc ça existe aussi. Non. Mais ouais, c'est vrai que et ça m'apparaît en parlant avec toi, effectivement, il y a le phénomène effectivement de la bonne élève, ça très clairement. Le phénomène aussi de
on voit dans une salle de classe, hein, je m'autorise beaucoup moins à faire des bêtises que le petit garçon, Ouais. etc. Donc ça qui peut-être rejoindre le phénomène de la bonne élève. Mais le phénomène plus global qui est, oui, je veux contribuer peut-être à une société meilleure, et on contribue à une société meilleure et juste aussi, et plus empathique, plus altruiste, quand on est dans le respect de la règle. Parce que Oui. quand tout le monde ne respecte pas les règles, ça devient une C'est société le Far chaotique. West. Exactement. oui. Si tu Ouais. avais 3 conseils à donner à un entrepreneur pour avoir gagné en leadership, pour exercer son activité le plus sereinement possible, voilà, s'il y avait 3 conseils, parce que tu as approché le mindset de grands dirigeants et tu vois de l'intérieur comment ça fonctionne, est-ce qu'il y a alors 3 conseils ou 3 stratégies? Mmh. Le premier, c'est Socrate, c'est connais-toi toi-même. Mmh. Connais tes forces, connais tes vulnérabilités, connais ton Fondamental. désir profond et sache là où tu as envie d'être vraiment. Le premier, connais tes fragilités, veut dire aussi sache t'entourer. On en parlait tout à l'heure avec Henri, quand on s'élève, on n'est pas censé être le multispécialiste de tout ce que l'on va être amené à diriger, mais il faut avoir les bonnes personnes autour de soi qui vont maîtriser parfois comme des experts qui nous dépassent, des disciplines qui sont indispensables, mais on n'est plus aux manettes de tout, on n'est pas Mmh. sur un keyboard, hein. Et le Donc ça troisième, veut dire aussi lâcher prise. c'est ça. Pour Et le savoir son temps. troisième, c'est sois clair avec ton ego. Déléguer, reconnaître qu'on a des gens excellents autour de soi. C'est pas risquer d'être mis en fragilité, c'est monter avec lui. Et parfois, dans les entreprises, moi j'ai eu la chance, encore une fois, d'être nommée par des grands qui avaient vraiment rien à craindre de mon arrivée. Mais il peut arriver, dans certaines structures, que quelqu'un qui est juste au-dessus de nous, par exemple, ait peur Mmh. de notre puissance. Mais le vrai patron, que ce soit un patron d'entreprise, comme on le voit dans nos milieux du web, ou dans une business unit ou autre, c'est celui qui aussi a suffisamment de confiance intérieure pour comprendre qu'il peut faire monter sa structure et monter avec elle. Donc je pense que ces 3 conseils, connais-toi toi-même vraiment, Mmh. entoure-toi et fais monter les autres avec toi. Finalement, Fondamental, et je suis on totalement est totalement en aligné, phase. et profondément, nous aujourd'hui, Parce qu'on avec Jean-Philippe, c'est aussi ce qu'on essaye profondément de construire, et je sais il y a sans doute beaucoup d'autres personnes derrière cet écran qui Mmh. connaissent ça. Mmh. On est en fait dans la construction d'une entreprise hautement vertueuse. Pour moi, c'est les entreprises modernes qui, de toute manière, ne pourront pas exister autrement d'ici 1, 2, 3 ans, notamment avec l'arrivée de l'IA, l'automatisation, etc. C'est des entreprises où en fait, on peut garder les meilleurs talents parce que tout simplement, on a une vision. Tout simplement, une de nos missions est également d'œuvrer au bien-être de l'équipe, des collaborateurs, des collaboratrices, faire que chacun puisse s'épanouir profondément sur le plan professionnel et personnel. Et c'est comme ça, en fait, qu'on emmène les personnes au plus loin, et que en fait, on est performant pour ses clients. Parce que je pense que fondamentalement, en tout cas c'est ce qu'on cherche avec Henri, on place l'humain au centre de nos préoccupations. Voilà, et c'est à partir de là qu'on agit, qu'on se déploie et qu'on aide, qu'on peut être le plus efficient possible dans nos conseils, etc. Mais c'est prendre en compte vraiment l'humain. Voilà, ça fait partie vraiment de notre ADN, et surtout, on est vraiment très soucieux, hein, vraiment des personnes qui travaillent, qui nous entourent, d'être des soutiens pour celles qui œuvrent aussi au sein de notre cabinet. Et en fait, ça Mmh. permet surtout au meilleur de chacun de s'exprimer, Exactement. donc de contribuer à l'excellence de l'ensemble. Et Exact. quand on a le meilleur de chacun qui s'exprime, C'est waouh, la exponentiel. puissance Oui, d'une équipe. Mais oui. Et une équipe qui est une bonne équipe, ça peut aller gagner des coupes du monde, ça peut aller Une gagner fidélité. des grands procès. Et une Une fidélité. fidélité, une pérennité. Exactement, parce que bien sûr. Tellement Et, important. et, et ça,
Ah ouais, ça c'est énorme à quel point en fait, justement le fait d'inscrire des relations dans la longue durée est fondamental. Dans ton parcours, où tu as grandi je dirais dans ce milieu du luxe, Oui. heu, quelle expérience tu tires notamment quand tu as travaillé pour Cartier? C'est l'école de l'excellence. C'est l'école de l'humilité aussi, parce que tu incarnes une marque qui a un passé immense, des valeurs élevées, des produits hors normes, un goût de la tradition aussi, et donc tu es un des ingrédients dans la chaîne temporelle de la marque. Donc tu apprends l'humilité parce que tu n'es qu'un des outils à ce moment-là. Mais cet outil, il doit porter les valeurs d'excellence. Donc j'ai appris à être au plus près de ce qui semble être le mieux que l'on puisse faire en temps réel. Ils m'ont appris une exigence intérieure que j'ai retrouvée après dans mon métier d'artiste, dans mon métier de critique d'art. C'est toujours tangenter l'excellence. Et souvent, on me dit, tu es quand même très professionnel. Et à chaque fois, je me dis, bah bon, c'est bizarre, parce qu'ils m'ont appris, je pense, à être by the book, à être très rigoureuse. Et Dieu sait si je suis fantasque par ailleurs, mais être rigoureuse et à toujours être professionnelle. J'ai une question pour toi. Dans notre cabinet, notre objectif, c'est de rendre l'excellence accessible. Est-ce que, selon toi, l'excellence peut-elle être accessible? Bien sûr, l'excellence, elle inclut la vision que l'on a de ce qu'on va produire, par exemple, des mots qu'on va choisir, mais aussi l'intégration, le respect de l'autre en face. L'excellence dans le luxe, c'est le respect du client, de son attente, de son vœu le plus cher. Donc, je pense que l'excellence dans votre métier, c'est la compréhension très fine des attentes de vos clients, qui souvent ne connaissent pas, qui viennent un peu en détresse. On vient rarement voir l'avocat si on n'a pas un souci, ou alors on est en préliminaire et on construit. C'est le respect de l'autre et poser les bases qui disent, voilà, on va essayer de faire le mieux pour vous. Et pour moi, c'est ça l'excellence. C'est le mieux pour l'autre. Mmh. Et donc, avec l'accessibilité, c'est être, je dirais, C'est accorder, c'est accordé. permettre à des personnes d'accéder à l'excellence, C'est leur offrir de leur offrir, voilà. parce que tu le vaux Mais bien. c'est offrir l'excellence à un plus grand nombre, quelque Bien part. sûr. C'est oser C'est ne pas l'excellence. réserver l'excellence à une élite. C'est C'est oser l'excellence. Une autre question, quelle différence fais-tu entre l'excellence et le perfectionnisme? Ah, ça n'a rien à voir. Ouais, justement. La perfection, d'abord, c'est l'inaccessible, c'est le mental, c'est une espèce de fantasme. La perfection, c'est je veux que tout soit carré, carré absolument. L'excellence, c'est ce qui intègre beaucoup plus, c'est plus multifactoriel. C'est avoir la sensation que l'ensemble des parties va donner un tout qui est remarquable. Donc c'est pas la perfection, non, c'est là où on a la sensation intime qu'on a vraiment mis le mieux du mieux sur tous les plans. Humain, technique et c'est une attitude intérieure. Dans excellence, il y a essence, en fait. C'est revenir aussi à l'essence même et l'essence aussi moteur, en fait. Attitude intérieure. Mmh. Viser pour moi, l'excellence, c'est aussi une générosité. C'est partager le très beau avec l'autre. Il y a une notion de générosité. Il y a peut-être cette notion aussi entre l'excellence et une forme de liberté aussi, Ah oui. et le perfectionnisme qui crée une tension qui n'aboutit à rien, en fait. Dans la notion de perfection, il y a une notion de jugement extérieur. C'est un paramètre qui est un peu froid. L'excellence, pour moi, tu parlais de l'intérieur de l'essence, c'est une vibration. C'est le goût de rendre l'instant magique. C'est le carpe diem aussi, c'est l'instant présent. C'est le moment où on dit, waouh, tout est réuni. Il se passe quelque chose. On le sent. Il y a une Dans le vibration. flamenco, Il y a une émotion. Dans le flamenco, on appelle ça le duende. Le duende. Ouais. Exactamente, le duende. C'est ça. Et en art, c'est ce moment où moi, je suis artiste, donc il y a un moment où tu sens que le geste est juste. Et il doit s'arrêter. Il peut pas aller plus loin. Au violon, Ah, tu m'as fait partager des moments d'exception merci. où
On tangente ce moment où le temps s'arrête. Ça, c'est l'excellence, pour moi. Selon toi, Edith, est-ce que les codes et les valeurs du luxe sont finalement des sources d'inspiration pour les entrepreneurs? Et comment un entrepreneur peut utiliser ces codes dans son activité? C'est une très bonne question. Ça me rappelle la conférence que j'avais faite à Dubaï, les codes du luxe pour inspirer les dirigeants. Ça serait presque un podcast séparé, mais je dirais d'abord un rapport au temps. Le luxe, c'est la pérennité, c'est la conscience des racines de la marque, d'où elle vient, et on veut l'emmener loin, avec une cohérence. Donc, un dirigeant, c'est peut-être être conscient de d'où il vient, quel est son projet initial, quelle est la densité de ce qui le porte, en tant que personne, en tant que projet, en tant que petite structure, par exemple. Le second, ce sont des codes de communication. Comment je vais créer un narratif qui va inspirer, qui va parler aux gens, quelque chose qui véhicule le précédent concept qu'on a posé, d'où je viens et pourquoi je fais ça. Donc c'est le narratif. Et le troisième, c'est le goût de l'excellence, le goût du bienfait, le goût de cette espèce de magie qui fait que 80% des marques sont bonnes. Qu'est-ce qui fait qu'il y en a 20 pour... Il y a ces petites magies qui vont incarner certaines marques et qui vont incarner certains dirigeants. C'est ce supplément d'âme. Truc en plus. Le supplément d'âme. Supplément d'âme. Mais pour avoir le supplément d'âme, il faut être connecté à son âme. That is another story. Voilà. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à mettre un commentaire, un pouce bleu, à le partager. Merci beaucoup, Edith. Et avant qu'on clôture ce podcast, on a une question à te poser. On a une petite question, bien sûr. Je laisse Jean-Philippe la poser. On a une petite leader question. de ce podcast. On a peut-être une question. On a une question à te poser qui est si tu avais la possibilité de revenir dans le temps et de parler à la jeune Edith Lassia, peut-être avant. La Edith bonne élève, voilà, celle dont le père était assez exigeant. Non, en tout cas, celle qui avait sans doute beaucoup d'admiration pour son papa et qui voulait toujours lui plaire et faire en sorte de ne jamais le décevoir. Avec le recul que tu as aujourd'hui, qu'est-ce que tu lui dirais à cet enfant que tu as été? Je dirais presque ce que mon père lui-même m'a dit quand j'avais 20 ans, 22 ans, j'étais au bout du monde. Alors que la plupart de tes contemporaines vivent en monochromatique, tu choisis une vie haute en couleurs. Je suis fière de toi, fonce. Et je lui dirais, fonce ma chérie. Tu es inclassable, tu es différente, tu as tout en toi pour le faire. Fonce et on se rejoint à l'arrivée. Magnifique. Merci Edith. Merci Edith.